La courageuse décision prise par le territoire du Tchad comblera de joie et de fierté tous les Français. L'ennemi a cru que par l'abominable armistice, il en avait fini avec la France. L'ennemi s'est trompé. Dans son malheur, la France écrasée, humiliée, livrée, commence à remonter la pente de l'abîme. Les Français du Tchad viennent d'en donner la preuve spontanément. Ces hommes droits, ces hommes saints, ces hommes braves reprennent leurs armes et vont au combat. J'ai des raisons de penser que leur exemple sera suivi. Djamena, plus de 200 000 barils par jour, qui rapportent un peu plus de 4 milliards de dollars par an. Sans compter les revenus indirects, c'est-à-dire les produits de la fiscalité et les redevances diverses versées par les entreprises opérant dans le secteur du pétrole, qui représentent à eux seuls plusieurs centaines de millions de dollars. Depuis 2003, le Tchad est entré dans le club très fermé des pays producteurs de pétrole, avec une manne qui a littéralement fait exploser les revenus de l'État. Et selon les experts, notamment les Chinois qui prospectent le nord, l'ouest et l'est du territoire, le pays pourrait devenir à terme l'une des premières réserves du continent. Étendu sur une superficie de 1 284 000 km², le Tchad, ce pays enclavé de l'Afrique subsaharienne, est le 20e pays le plus vaste au monde et le 5e sur le continent africain. Situé au cœur de l'Afrique, il a pour pays limitrophes la Libye, le Soudan, la Centrafrique, le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Ce jeune pays n'est pas seulement géographiquement grand, mais riche en termes de ressources naturelles. Aussi, ce vaste territoire possède une autre merveille. Le plus ancien crâne d'hominidé appelé Toumaï est découvert au Tchad en 2001. Cette découverte offre au Tchad le prestigieux statut de berceau de l'humanité. Autrefois célèbre par son histoire tumultueuse et truffée de multiples guerres et conflits intestinaux, aujourd'hui le Tchad commence à surprendre le monde au jour le jour par un changement radical à grande échelle grâce à la détermination sans précédent d'un seul homme. Beaucoup de gens estiment qu'il y a des ressources importantes, énormes ici, notamment liées à cette exploitation du pétrole, des minerais qui permettent, on le voit, Djamena est en chantier à ciel ouvert, il y a beaucoup de chantiers à l'intérieur du pays, il y a des constructions diverses, mais pour certains, vous êtes devenu le fou constructeur, c'est de la gabegie totale. Quelle est l'utilité de toutes ces constructions que vous réalisez finalement? Est-ce que c'est pour dire je laisse mon empreinte dans l'histoire ou c'est pour dire voilà ce que je suis capable de faire? L'homme s'appelle Déby. Au début du XXe siècle, le conquérant soudanais Rabat Zober s'oppose aux troupes françaises du commandant Lamy. Quelques années plus tôt, les explorations se sont multipliées dans le bassin du Tchad tout au long du XIXe siècle. En 1890, le lac Tchad est découpé en 3 zones, britannique, allemande et française. En 1900, Lamy et Rabat trouvent tous deux la mort durant la bataille de Kousséri qui marque le début de la conquête du territoire par l'armée française et la fin de l'indépendance africaine dans cette partie du Sahel. En 1910, le Tchad est rattaché à l'Afrique équatoriale française avant de devenir 10 ans plus tard une colonie. L'administration coloniale française privilégie la mise en valeur du sud fertile où se développe la culture du coton. En 1935, le président du Conseil français Pierre Laval signe avec le dictateur italien Benito Mussolini un accord prévoyant la cession de la bande d'Aouzou à l'Italie, alors présente en Libye. Cet accord n'a jamais été ratifié en raison de l'alliance entre Mussolini et Hitler, mais il servira de prétexte au colonel Kadhafi, l'ex-dirigeant libyen, pour occuper ces territoires quelques décennies plus tard.
première colonie française ralliée à la France libre en 1940 par le gouverneur Félix Éboué, le Tchad est utilisé comme base militaire pour la reconquête de l'Afrique du Nord à partir du Fezzan. Bataille de Koufra, 1942. En 1946 est fondé le Parti progressiste tchadien, PPT, affilié au Rassemblement démocratique africain, fondé par Félix Houphouët-Boigny et implanté dans le sud. Il est dirigé par un administrateur d'origine antillaise, Gabriel Lisette, et un instituteur tchadien, François Tombalbaye. Le PPT remporte en 1956 les premières élections au suffrage universel organisées selon les termes de la loi cadre de fer qui renforce l'autonomie locale. Le 28 août 1958, le Tchad est devenu une république au sein de la communauté française. En 1959, Tombalbaye devient Premier ministre. L'année suivante, précisément le 11 août 1960, le Tchad accède à l'indépendance sous la présidence du dirigeant du PPT. Tchadiens, crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. L'indépendance ravive la rivalité séculaire entre le sud, dominé jusqu'à la colonisation française, et le nord, Borko Enedi Tibesti, ou BET, ancien dominateur où l'administration militaire n'a jamais cessé de s'exercer durant toute l'époque coloniale. Le pays sortait fraîchement d'une longue lutte de libération contre les colons qui occupaient le pays à l'époque. Donc les jeunes qui ont créé les partis politiques avaient un esprit chaud pour s'en débarrasser totalement du colonialisme. C'est à cette époque donc il y a eu tentative de prise en main des partis politiques par le président François Tombalbaye de l'époque. Puisque Tombalbaye, pour lui, donc il faut renforcer sa position politique pour maîtriser le reste des événements. Il a convoqué le 13 au 17 avril 1961 à Abéché une conférence de regrouper autour du PPT-RDA les partis qui décident de se rallier à sa cause. Les partis politiques ont, pas tout le monde, mais certains ont boycotté ce processus. Tombalbaye mène une politique de marginalisation des populations musulmanes nordistes et en 1962 supprime les partis politiques, le PPT étant seul autorisé. Afin d'anéantir l'opposition, des arrestations massives et arbitraires seront ordonnées. Le président François Tombalbaye a arrêté le 22 mars 1963 les personnalités politiques en vue sous les chefs d'inculpation de complot contre l'État et tentative de renversement du pouvoir. Les ministres tels qu'Abou Nassour, ministre d'État, Ali Kosso, ministre de la Justice, Baba Hassan, ministre des Affaires étrangères, Issa Al-Hakimi, ministre d'État à l'Intérieur, et Mohamed Abdelkerim. Donc tous ces ministres qui ont une connotation religieuse bien précise ont été pris et faits prisonniers. Le 28 mars 1963 vient encore s'ajouter l'arrestation de Mohamed Abba Saïd. Donc Mohamed Abba, Mohamed Ousmane, Mahdi Bourma, Adam Moussa, Mohamed Al-Baglani, Taher Mohamed Ali, Daouda Konaté, Jacques Baroum, Outel Bono, Adam Maurice El Bongo furent à leur tour arrêtés
est condamné à perpétuité le 24 juillet 1963. Ibrahim Abacha, l'auteur du Frelina, se trouvait à ce moment à Accra. Il est donc condamné par contumace à 20 ans de prison. Le lendemain, donc toute la ville quadrillée, les personnalités Ahmed Koramalla de EMSA, Djibril Kerala et Saoulba de JIRT, Béchir Sow du bloc Tchad, Allah Tahar du PPT-RDA, Djibril Omar Teni, Khalil Jida et Ahmad Kotoko du PPT-RDA, ainsi que Jean-Baptiste, sont tous arrêtés. En 1966, après les événements de Mangalmé, un front de libération nationale du Tchad, Frolina, dirigé par Ibrahim Abacha, voit le jour au Soudan. Il rassemble des musulmans du nord et du centre-est, mais également des opposants de toute origine. Les conséquences de tous ces événements énumérés, avec l'esprit de la jeunesse de l'époque avant l'indépendance, ont donc poussé certains leaders politiques échappés de cette répression aveugle à s'organiser et créer des mouvements de lutte de libération. Et c'est pourquoi, après un long processus, Ibrahim Abacha fut joint par d'autres militants, Mamad Ali et Aboubakar Jalabou, à Accra. De Accra, ils sont partis à Alger en 1965. De là, ils ont sillonné certains pays, même la Chine, la Corée du Nord, la Syrie et d'autres pays. Et finalement, ils sont venus encore au Caire, contacter les étudiants, les diasporas tchadiens, recruter des jeunes volontaires pour envoyer en Corée du Sud en vue d'une formation. C'est ainsi, donc, du 19 au 22 juin 1966, après les événements de Mangalmé, le Frelina est né à Niala. Ce mouvement menace rapidement le régime de Tombalbaye qui demanda le soutien de la France. L'armée française intervient en avril 1969 contre la rébellion et indirectement contre la Libye, dont le nouveau dirigeant, le colonel Kadhafi, apporte son soutien logistique au Frelina et revendique des droits sur la bande d'Aouzou. En 1973, la Libye annexe la bande d'Aouzou. L'année suivante, les partisans d'Hissène Habré prennent en otage l'archéologue française Françoise Clostre. Tandis que la rébellion nordiste poursuit ses actions, un coup d'État à N'Djamena porte au pouvoir en 1975 le général Félix Maloum, un autre sudiste. Le nouveau dirigeant parvient à rallier Hissène Habré qu'il nomme Premier ministre en 1978, mais l'alliance est rompue en février 1979. Des combats opposent l'armée gouvernementale, forces armées tchadiennes, FAT, aux forces d'Hissène Habré qui s'emparent de N'Djamena. En mars, la guerre a gagné le sud. À la demande de l'opinion internationale, des accords sont conclus à Kano au Nigeria. Il institue un gouvernement d'union nationale de transition, GUNT, comprenant notamment des représentants des FAP, des FAN et des FAT, et dirigé par Goukouni Ouédéi. Vous savez, après les événements du 12 février ici, il y a eu affrontement entre les éléments du Premier ministre et du chef de l'État. À cela viennent se greffer les éléments du Frelina. Le gouvernement nigérien est intervenu pour mettre un terme à cette crise. Il y a eu donc
accords de chaque côté. Il y a le président Malloum, il y a le premier ministre Hissène Habré, il y a moi-même responsable du Frodina FAP, il y a Bakar Abdrahman du MPLT. Donc les autorités nigériennes ont invité ces personnalités à Canon 1. Les pays donc voisins, la Libye, le Niger, le Cameroun, le Soudan, à l'exception de la RCA, sont tous présents. Donc à cette première rencontre, il y a eu un accord appelé Canon 1. Le président Malloum a démissionné, Hissène Habré également. Il fut donc installé un conseil d'État présidé par moi-même. Donc le 23 mars 1979, ici même en N'Djamena à la présidence, le président Malloum m'a cédé le pouvoir. Il a désigné du côté FAT, c'est-à-dire l'armée tchadienne, le colonel Kamougué, et lui, il a quitté le jour même pour Lagos. Mais la première formation du GUNT ne dure que 7 jours. Cependant, les tiraillements pour le contrôle du pouvoir et les va-et-vient entre Kano, Lagos et N'Djamena se poursuivent. Les autorités tchadiennes n'arrivent pas à s'entendre jusqu'à la formation d'un second GUNT, dans lequel le colonel Wadal Abdelkader Kamougué est nommé vice-président. Nous avons continué à discuter pour désigner un président. On s'est divisé en 2 groupes, le groupe de Tripoli et le groupe de N'Djamena. Le groupe de Tripoli, Mamad Abba, Assil, Abdullah Abdana, Bakar Abdrahman, Hadjiro Senoussi, Kamougué aussi fait partie du groupe de Tripoli. Nous qui sommes venus ici, Hissène, moi-même, Moussa Medela, puisque Diogo s'est retiré. Donc on a discuté. Lors de nos discussions, le groupe de Tripoli voulait proposer Mamad Abba. De notre côté, nous sommes d'accord à la désignation de Mamad Abba en qualité de chef de l'État, mais à condition qu'il accepte avec nous à rentrer en N'Djamena. Parce que nous ne voulons pas le désigner comme chef de l'État et laisser en dehors du Tchad pour nous combattre avec notre propre légitimité. Donc le groupe de Tripoli, à leur tête Mamad Abba, refuse de rentrer avec nous pour raison de sécurité. Dans nos tiraillements, il y a Mamad Saleh Ahmad m'a proposé comme président du GUNT. Assil a immédiatement soutenu la proposition faite par Mamad Saleh. Ainsi, donc, toute l'Assemblée a accepté à ce que je joue ce rôle. C'est ainsi donc le deuxième GUNT est formé. Je suis président, Kamougué vice-président. Ainsi, Goukouni devient officiellement le chef de l'État. En prônant la paix, Goukouni demande aux fils tchadiens de s'unir et fait appel à tous les acteurs politiques de baisser les armes afin de reconstruire un pays divisé en factions. Malheureusement, pour le peuple tchadien, la paix retrouvée ne dure pas longtemps, car Hissène Habré avait d'autres ambitions. Je suis un révolutionnaire tchadien et l'avenir vous dira qui je suis exactement. Les 11 tendances politico-militaires qui ont formé le gouvernement d'union nationale de transition GUNT se scindent en 2 groupes. Le groupe de Goukouni Weddey, composé de 10 tendances, et les forces armées du Nord, FAN, de Habré. La guerre recommence. Les 2 camps s'affrontent pendant 9 mois dans la capitale.
Une guérilla urbaine qui va durer jusqu'en décembre 1980, causant des milliers de morts et des blessés de part et d'autre. Grâce au soutien massif des Libyens et une détermination farouche des hommes de Goukouni, Hissène Habré sera chassé hors de la capitale. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr. Cette guerre restera à jamais la plus meurtrière et dévastatrice dans l'histoire du Tchad. La ville de N'Djamena était quasiment détruite. L'insécurité s'installe et l'économie s'effondre. Le pays entre dans un chaos total, plongeant la population civile dans un état de désordre, d'agonie et de malheur sans précédent. Il était pratiquement impossible d'accéder à l'eau potable ni à une alimentation décente. Cette misère insupportable fera fuir une bonne partie de la population et se réfugier dans les pays frontaliers dont certains ne reviendront plus au pays. C'est dans ce contexte que débarque au Tchad un jeune pilote originaire du Nord, issu de l'ethnie Zahrawa, Idriss Déby. La violence du vent n'efface pas les taches du léopard, dit le proverbe. Une fois de plus, Idriss Déby Itno a résisté à la tempête alors que tous le disaient perdu. Ce mercredi 6 février, le palais présidentiel, là où il a dirigé la bataille 3 jours plus tôt, a les allures d'une caserne. Les ministres présents portent encore leur tenue de combat et le chef de l'État a de nouveau endossé ses habits de chef de guerre. Idriss Déby Itno, 55 ans, président du Tchad depuis 17 ans, est un combattant féroce, un guerrier Zagawa, endurci par 100 défaites promises et autant de victoires improbables. Face à la presse, l'homme a la voix fatiguée, mais ses yeux et ses gestes ont l'assurance des vainqueurs. Ses vieux chars T-55, massés tout autour de son palais, et ses hélicoptères ont eu raison de la cavalerie des pick-up rebelles. Le hérisson l'a emporté sur le réseau. Né en 1952 dans un village appelé Berdoba, au nord-est du Tchad, l'ex-gigantesque région du Borkou Enedi-Tibesti, BET. Très jeune, il est envoyé à l'école coranique de Tiné, puis à l'école française de Fada. Il poursuit son cursus scolaire au lycée franco-arabe d'Abéché, jadis le seul grand lycée au nord-est du pays. Après quelques années, il se retrouve au lycée Jacques Moudéna de Bangor où il obtient un baccalauréat scientifique. Bachelier de son état, l'adolescent Idriss Déby cherche à se rendre utile pour son pays. Son proviseur du lycée lui conseille des études en médecine, mais son destin le conduit ailleurs. Les bruits de bottes dans le BET l'interpellent et l'inspirent. Il entame une formation militaire à l'école des officiers d'actifs de N'Djamena, promotion 1975-1976. Nous étions tous jeunes. Moi j'avais 22 ans, il avait 24. On était 16 admis à l'école d'officiers interarmes de N'Djamena au camp Koufra. C'est là où on va tous se retrouver, un par 14 préfectures. On est appelé la promotion de la République, c'est la 7e promotion. Nous étions 16. Aujourd'hui sur les 16, nous sommes les seuls 9 vivants seulement, toujours liés autour du chef de l'État. Tous les autres sont tombés sur les champs de bataille. Parmi nous les 16, on a trouvé quelqu'un qui est très mince, mais très grand volontaire et sportif. Il aimait beaucoup la marche. Et quand on avait des petits problèmes dans la promotion, il était le premier à régler ça entre nous. Parce qu'il était un peu en avance en intelligence. Par rapport à nous qui sommes venus, il avait la maturité au fait, intellectuelle pour réconcilier les gens déjà, il avait. Mais ce n'était pas la politique ça. Parce qu'avant on était à politique, on ne connaissait pas la politique, on était des villageois, tout blancs, on n'avait pas l'esprit politique. Mais lui, il était déjà mieux, intelligemment, un grand rassembleur. Un gars très très sérieux, calme, réservé. Mais parmi les promotionnaires, il aime les blagues. On va se séparer. Moi, je serai admis à l'école de Madagascar, en Sérabé. Et lui, il va être admis à l'école de pilotage
en France. Il s'envole en France où il s'inscrit à l'Institut aéronautique d'Amaury-Lagrange de Hasbrook. Avocat de mort, repos, asseyez-vous. À la fin de sa formation, il devient un ami du ciel. Pilote de transport, diplômé parachutiste, il rentre au pays. Malheureusement, c'est un pays séqué par la guerre civile de février 1979 qui l'accueille. L'armée nationale qu'il doit intégrer est désorganisée. Le pays était disloqué. L'intégrité territoriale était en péril. Une bonne partie du pays était sous le contrôle de la Libye. Que faire? Le jeune pilote s'est très rapidement déployé sur le terrain et s'est fait remarquer à travers ses qualités militaires exceptionnelles. Ayant l'avantage d'avoir reçu des enseignements dans les meilleures écoles militaires et pétri d'un immense capital d'expérience de terrain, il est désigné en 1980 chef d'état-major général des forces armées du Nord. Sous son commandement et grâce à son abnégation et son charisme, les fans entrent triomphalement dans la capitale tchadienne en 1982. Déby est alors à la tête de la première colonne qui entre dans N'Djamena. Lorsque les fans se sont installés, il devient le commandant en chef de l'armée nationale. Il est en même temps membre du conseil du commandement des forces armées du Nord, CCFAN. Désormais grand soldat de la nation, son dévouement au service militaire devient de plus en plus grand. Il ne peut pas faire une action militaire sans une réunion de l'état-major. Toujours, il faut qu'il concerte ses officiers. Vous voyez, les officiers, autant, il n'y a pas des officiers supérieurs. Le grand grade avant des états-majors, c'est le grade lieutenant. Lui, on l'appelait comme chef. Parce qu'il n'y a pas autre grade pour lui donner que comme chef. Donc, tous, on avait autour de 28-30 ans. Mais on était de bons opérationnels quand il était comme chef. Il ne passait jamais une semaine à N'Djamena. Tous les temps du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a sillonné tout le Tchad pour prendre contact avec le com-zone, le com-sous-zone, le commandant des unités, le chef de bataillon. Ils voyaient comment ils vivaient, comment leur vie, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs difficultés. Vous voyez à cette période où le Tchad a combattu jusqu'à Ouadidou, on a renvoyé la Libye du Tchad, de Manatansara. Vous voyez comment ce temps on était très fort. C'est là où le Tchad commençait à être sur la scène internationale. C'est grâce à des chefs comme ça. Il combat avec acharnement l'occupation libyenne. Après plusieurs années d'intenses combats, l'armée tchadienne finit par refouler entièrement l'armée libyenne au-delà de sa propre frontière. Un conflit qui sera définitivement résolu par la Cour internationale de justice en 1994 à la suite d'un accord cadre signé à La Haye. Promu au grade de colonel, il repart en France pour suivre cette fois-ci des cours à l'école supérieure de l'école de guerre interarmée de 1986 à 1987. De retour au Tchad, Hissène Habré le nomme conseiller à la présidence de la République chargé de la défense et de la sécurité. Après la stabilité retrouvée, la police politique du régime, la sinistre DDS procédait à des arrestations arbitraires, des éliminations physiques et des disparitions de paisibles citoyens tchadiens. Vous savez, sous le règne de Hissène Habré, c'était le même mode opératoire pour tout le monde. Il suffisait qu'un indicateur vous désigne et les agents de la DDS viennent vous chercher. Ça peut être à n'importe quelle heure de la journée ou dans la nuit. Et plus personne n'avait de vos nouvelles et plus personne n'avait le droit de demander de vos nouvelles. Pour les gens qui sont les plus chanceux, je dirais, les parents ont suivi les traces et ont pu découvrir leur corps et procéder donc à la mise en terre d'une manière la plus banale, indigne qui puisse exister. Sinon, la plupart des personnes ont été dévorées par les oiseaux, par les animaux sauvages et la plupart encore sont enterrés dans des fosses communes. Outré par cette situation,
Le jeune conseiller demande des explications à son chef, mais la situation a très vite tourné au vinaigre entre les deux hommes. Il est à couteau tiré avec Hissène Habré. Il n'a pas accepté que le peuple soit soumis à la tyrannie du sanguinaire chef d'État. Le pays sous sa coupe, Hissène Habré exécutait ou emprisonnait tous ceux qui n'épousaient pas sa vision. Il n'y avait pas de raison valable. On soupçonnait les gens d'être de connivence avec les opposants au régime. C'était l'époque où les gens vivaient la peur dans le ventre parce que vous ne pouvez même pas vous exprimer en famille librement, entre mari et femme, entre parents et enfants, parce que tout était sujet à problème. Il y a des gens qui ont été arrêtés par exemple parce qu'ils ont, en regardant l'effigie de Hissène Habré, ils ont souri ou ils ont passé un coup de charbon dessus. Il n'y avait pas en fait de raison qui valait qu'on prenne un être humain et qu'on le fasse disparaître. Donc c'était vraiment le même modèle opératoire. Des indicateurs vous désignent et ensuite vous êtes arrêté et vous disparaissez. Aucune ethnie n'a échappé aux exécutions sommaires. Zara, Arabe, Kanembu, Wadaï, Kreda, Zakhawa, Toubou, Massa, Adjaraï et même ses propres parents Goran sont enlevés et portés disparus. Comme rien ne va plus entre lui et le dictateur, Déby et ses proches ont rapidement cherché d'autres alternatives. Par conséquent, ces hommes entrent dans le collimateur du dictateur Habré qui les accuse d'ourdir un complot contre lui. La situation s'est vite envenimée suite à l'arrestation inexpliquée d'un haut officier militaire et cousin proche de Déby, le commandant du secteur mobile de la zone 9, Yacoub Sinine. Après avoir chassé les troupes libyennes hors du Tchad, nous sommes retournés de Matassara. Yacoub Sinine était toujours comme secteur de la zone 9. Hissène Habré l'a appelé à N'Djamena à une rencontre de travail qu'il a effectuée. En effet, il n'a jamais eu de problème avec l'État, ni dans l'armée, ni avec le régime. Il était l'un de nos meilleurs officiers supérieurs qui faisait preuve de patriotisme absolu. Et quant au travail, il était toujours enthousiaste. Je me rappelle bien un jour, nous étions en OPS. Le président Habré a fait un message lui demandant d'effectuer une mission. Personnellement, j'étais avec lui pendant cette mission comme chargé d'escadron du secteur. Après avoir fini la mission, on est rentré au camp de Nyanga Sakhaya. Une fois arrivé, Yacoub est allé voir le commandant des opérations, le camp OPS. Peu après, il est revenu nous ordonner de disposer. Jusqu'au soir, il n'est pas rentré. Nous nous posions la question de savoir pourquoi. Parce que d'habitude, on est ensemble. Certains nous ont répondu, soi-disant, qu'il y a une délégation qui était venue de N'Djamena, avec laquelle il est parti à Ounyanga Kébir pour une réunion de travail. De là, nous sommes donc rentrés au camp à Ounyanga Kébir, où il est supposé être avec la délégation. Mais à notre grande surprise, il n'y était toujours pas. Alors on a demandé à nos camarades militaires si le camp secteur est rentré. Ils nous ont répondu non, croyant qu'il était avec nous. Par la suite, nous avons appris que cette délégation venue a arrêté 12 officiers, tous appartenant à l'ethnie Zakhawa. Immédiatement, nous avons compris qu'ils figuraient parmi ces officiers arrêtés et sûrement sur ordre de la plus haute autorité de l'État. Nous étions touchés et confus au regard de la situation. Bien qu'on ait compris ce qui se passait, nous n'avions pas osé poser des questions sur ces arrestations arbitraires. Par conséquent, l'information s'est vite répandue.
Idriss Déby et Hassan Diamous sont allés demander les causes de l'arrestation de Yacoub Sénine et celle des autres à Hissène Habré qui a refusé de se justifier. Vexés par la situation, Déby et Diamous se sont retirés du palais et sont allés se concerter. C'était l'une des causes majeures pour lesquelles ils sont partis de N'Djamena et nous aussi de Nyanga Kébir. Nous les avons rejoints. C'est ainsi qu'après concertation avec quelques compagnons, dont le chef d'état-major général de l'armée nationale Hassan Diamous et le ministre de l'Intérieur Ibrahim Mahamad Itno, décident d'œuvrer au changement de régime et quittent N'Djamena le 1er avril 1989 en direction de l'Est. L'action du 1er avril est née. Malheureusement, certains de leurs camarades tels que Brahim Mahamad Itno et d'autres tombent dans le filet de la DDS. Bien que la tentative soit hasardeuse, Déby et ses compagnons sont déterminés et ont un seul objectif, aller s'organiser et revenir libérer le peuple du joug de la dictature. C'est une petite colonne dépourvue des ressources matérielles nécessaires qui doit affronter les assauts incessants de la puissante armée régulière. Beaucoup de ses compagnons perdent la vie sur les champs de bataille, entre autres Hassan Diamous, arrêté et tué près de la frontière tchado-soudanaise. Les quelques rescapés mettent sur pied une structure révolutionnaire dirigée par Déby, une alliance avec d'autres formations politiques de lutte contre l'implacable dictature de Hissène Habré voit le jour par la suite et engendre le mouvement patriotique du salut, MPS. Le congrès constitutif de Bamina est tenu et fixe la feuille de route du mouvement patriotique du salut. L'équipe a bravé les assauts réguliers de Fan, la faim, la soif, la chaleur, les dunes de sable, les montagnes dans la quête de la réalisation de son objectif. L'on se souviendra de la chanson fétiche d'une jeune femme tchadienne connue sous le nom de MPS Kitna, la sœur du MPS, qui a galvanisé le moral des troupes alors confrontées à d'innombrables difficultés sur le terrain. Entre-temps, le régime accentue ses exactions sur la population, ce qui pousse plusieurs jeunes à rejoindre le mouvement et booster leur détermination de parachever la mission. Après plusieurs combats d'une extrême violence, une offensive en direction de N'Djamena est lancée avec une vaillance sans pareille. Et c'est justement ici que vient de se dérouler le plus important épisode dans l'affrontement qui oppose Hissène Habré le président et Idriss Déby le rebelle. Dans ce massif, Déby et ses hommes remportent victoire sur victoire. Abéché n'est que la dernière en date et la plus importante de ces victoires. Tellement importante d'ailleurs qu'Hissène Habré se voit ce soir menacé directement. Ses troupes sont en effet en plein désarroi. Contraint par cette offensive fulgurante des hommes de Bamina, Hissène Habré a pris ses jambes au cou le 1er décembre 1990. Déby et ses frères d'armes sont sur une terre conquise. Ils peuvent enfin redonner de l'espoir au peuple tchadien. Une foule en liesse, à l'entrée comme à la sortie des villes, depuis l'Est jusqu'à la capitale, applaudit les forces patriotiques. Déjà promu président à la tête du mouvement patriotique du salut, à l'aube de sa création, Déby est porté à la tête du Conseil d'État le 4 décembre 1990. Dans sa déclaration au peuple tchadien, l'on retiendra cette phrase « Je ne vous apporte ni or, ni argent, mais la liberté ». Un vent nouveau souffle sur le Tchad. Le peuple tchadien voit son avenir radieux. Un peuple libre, libre de l'impitoyable et omniprésente terreur. Avec le vent de la démocratie, tu espères être bien assis. Le processus de la démocratisation du Tchad est en même temps lancé. Des volontés politiques étouffées par le parti unique se manifestent. L'on sollicite l'instauration du multipartisme. Le désir de s'exprimer est là, mais il faut attendre un peu. Ce qui urge, c'est organiser ces pays qui portent encore les séquelles d'un régime impitoyable. Alors, Déby s'attelle à la réunification et à la réédification d'un Tchad qui a tant souffert des affres de la guerre et de l'autoritarisme.
Déby ne sera désigné président de la République que le 28 février 1991 après l'adoption de la charte nationale qui accorde tous les pouvoirs au président. Investi de ce nouveau statut, le président promet la tenue d'une conférence nationale souveraine. La tâche principale à accomplir est l'élaboration d'une nouvelle constitution. Dans le souci d'apaiser et d'instaurer un climat de paix et de stabilité, beaucoup de chefs rebelles, même les collaborateurs de Hissène Habré, ont été nommés dans l'équipe gouvernementale et certains ont accédé à des postes importants. De nombreuses associations de droits de l'homme voient le jour. Elles exercent librement sur le territoire, intervenant même sur des questions politiques. Pour faciliter leurs tâches et les accompagner dans leur mission, le gouvernement va plus tard créer le ministère des droits de l'homme. Depuis le maquis, Déby a fait le serment d'instaurer la démocratie et donner la liberté au peuple tchadien. Un engagement qu'il tient. Après 40 ans d'inexistence, le multipartisme est remis en route par l'ordonnance numéro 015/PR/91 du 4 octobre 1991 qui fixe les conditions de création et de fonctionnement des partis politiques au Tchad. Les partis politiques naissent et apportent leur pierre à l'édifice. S'ensuit la conférence nationale souveraine qui était une vraie grande messe. Toutes les sensibilités du pays sont représentées. Les débats étaient francs et ouverts. Du 15 janvier au 7 avril 1993, les Tchadiens se sont parlé à cœur ouvert et ont mis sur pied des principes consensuels afin de redynamiser le pays paralysé par les conflits armés et l'autocratie. La conférence nationale souveraine adopte une charte de transition chargée de régir le pays jusqu'à la mise en place des institutions démocratiques. Le 31 mars 1996, par référendum, la nouvelle constitution a été adoptée. La première élection présidentielle pluraliste, libre et transparente se tient en juillet 1996 et confirme Déby à la tête de l'État. Il devient ainsi le premier président démocratiquement élu du Tchad. Il forme après son investiture un gouvernement d'union nationale dans lequel se sont retrouvés beaucoup de membres de l'opposition. En 1997, les premières élections législatives se tiennent au Tchad. Le MPS arrache au terme d'un scrutin libre et transparent la majorité des sièges dans le nouveau Parlement. En cédant la présidence de l'Assemblée nationale à l'opposant Wadal Abdelkader Kamougué, Déby marque un autre grand pas dans le processus démocratique. Alors, pour la première fois dans l'histoire du Tchad, la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire se met en place. En 2001, il remporte pour la deuxième fois consécutive les élections présidentielles. Sa vision pour le Tchad lui confère la confiance de la majorité des Tchadiens. À sa promesse, il nous a beaucoup fait. Il a construit beaucoup de routes, il nous a construit de l'hôpital des mères et de l'enfant. Même 50 ans, 100 ans aussi, on va rester avec lui parce que lui, il travaille. Nous l'aimons beaucoup, notre président. On veut que 100 ans même, il va rester. Afin de perpétuer et d'ancrer les vertus de la démocratie, la journée de la liberté et de la démocratie est instituée et est célébrée le 1er décembre de chaque année avec la participation de toute l'opinion nationale. Bien que Déby soit arrivé au pouvoir avec beaucoup de détermination et de grandes ambitions pour ces pays qui se doivent de décoller, des esprits malveillants s'opposent à la volonté du chef. Malgré le développement économique du pays qui commence à peine à s'émanciper, des mouvements de rébellion naissent et perturbent l'élan enclenché.
Le climat politique d'entente nationale recommence à se dégrader avec la création du mouvement pour le développement et la démocratie, le MDD, appuyé par l'ex-dictateur Hissène Habré de 1990 à 1994. Les Kodo au sud et l'enlèvement des Français dans le sud par les forces armées pour la République fédérale FARF en 1997. En 1999, un nouveau mouvement de rébellion éclate dans le nord du pays. Le mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad, MDJT, dirigé par Youssouf Togoïmi et soutenu toujours par Hissène Habré. Toutefois, connu pour son talent de fin stratège, le président tchadien remporte des succès importants sur tous les fronts qui aboutiront à l'anéantissement de ces rébellions. Les rescapés de ces mouvements politico-militaires signent des accords de paix avec le gouvernement. Cet accord prévoit l'arrêt immédiat des hostilités ainsi qu'une amnistie générale. Mais ce n'est pas fini. Le pays connaît en avril 2006 une résurgence des hostilités avec une tentative de coup d'État menée par les rebelles du Front Uni pour le Changement, FUC. L'armée tchadienne parvient une fois de plus à repousser l'offensive rebelle contre la capitale tchadienne, N'Djamena. S'il y a une date que les Tchadiens n'oublieraient jamais, c'est celle du 2 février 2008. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 3 février. Les combats se poursuivent au Tchad entre l'armée et les rebelles, affrontements dans l'est du pays, mais aussi et surtout dans la capitale N'Djamena. Médecins sans frontières parlent de centaines de blessés. Le président Idriss Déby résiste et refuse la proposition française d'évacuation. President Idriss Déby is in his palace and is supervising the operation to drive rebel forces from the city. Le président Déby, lui, résiste encore. Ses points forts, les chars des forces gouvernementales qui protègent son palais et les hélicoptères qui lui donnent la maîtrise des airs. Du coup, ce soir, N'Djamena est une ville coupée en deux, les rebelles repliés au nord, l'armée au sud, au milieu des incendies, des pillages et des civils. If the rebellion succeeds, certainly we will excommunicate them from the African Union until normalcy and democratic institutions are restored in that country. Grâce à des moyens plus importants, grâce à des hélicoptères de combat, l'armée a mis les rebelles en déroute. Revenez chez vous! Le calme qui règne aujourd'hui au Tchad semble plus que précaire, 4 jours après la rébellion qui s'est attaquée au pouvoir du président tchadien Idriss Déby. Le Tchad a rompu aujourd'hui toute relation avec le Soudan, l'accusant, je cite, d'avoir programmé la déstabilisation du pays. Une démonstration de force qui n'a rien de spontané. Les partisans du président au pouvoir défilent, sans doute histoire de montrer qu'ici le plus fort, c'est le président Idriss Déby, l'homme qui salue la foule. RFI, grand reportage, Cyril Ben Simon. Mesdames, Messieurs les journalistes, bonsoir. Vous êtes nombreux là, hein? Vous arrivez à assister à quoi? À la chute du régime ou bien à la débandade des mercenaires? D'abord, il faut savoir qu'avant d'être président, j'ai été un soldat et je le resterai peut-être encore soldat, j'ai dans le sang. Lourdement armé par le régime soudanais, le mouvement appelé Commandement Militaire Unifié CEMU, composé du RFC de Timon Erdimi et UFDD de Mahamat Nouri, lance une offensive étonnante sur N'Djamena. Il cerne le palais présidentiel. Alors que le palais est encerclé, Déby était lui-même aux commandes. Appuyé par des vaillantes forces armées nationales, il oppose une résistance farouche et repousse l'assaut. Une fois de plus, sa lutte a porté fruit.
Grâce à la politique de la main tendue, des accords de paix ont été signés avec ces mouvements politico-militaires. Depuis lors, j'observais que le processus engagé, c'est-à-dire la main tendue par le chef de l'État pour la paix, commence à produire ses fruits. Nous vivons la paix, mais la paix ne peut pas être définitive. Nous devons construire la paix, chercher des solutions par-ci, par-là, continuer. Et c'est pourquoi donc, je veux dire à tous les acteurs politiques tchadiens, à l'opinion nationale tchadienne, de faire un choix. Donc le choix est clair pour mon côté. Comme j'ai opté pour la première fois une solution de paix, je continue à dire que la paix n'a pas de prix, comme le chef de l'État a déjà dit. Il faut que nous fassions tous la paix, que nous construisions tous la paix. Une nation mosaïque comme le Tchad, chacun a son point de vue, chacun a ses idées et chacun veut tracer de sa manière. Malgré ça, il y a un chef. Il faut que les gens se retrouvent autour du chef pour vraiment arriver à terme à une paix qu'on pourrait dire définitive, lorsque tous les Tchadiens, tous les fils tchadiens comprendront que la nécessité se trouve de ce côté. Aujourd'hui, le Tchad est définitivement devenu un havre de paix. Une paix qui se consolide au jour le jour. Le Tchad renaît, beau et splendide. Les nombreuses richesses dont regorge ce beau pays peuvent désormais être mises en exergue. Very